Bonjour, je suis Julien Morel, je m'occupe du pôle entrepreneur à l'ESSEC. Le pôle entrepreneur à l'ESSEC, c'est 60 entreprises par an qui sont créées soit par des étudiants, soit par des anciens, dans un incubateur, une pépinière. L'ESSEC gère aussi un fonds d'amorçage qui fait 1 million d'euros et qui investit des tickets de 50 000 euros chaque année dans 3 ou 4 entreprises. Alors on est là pour témoigner aujourd'hui de la relation entrepreneur-investisseur auprès d'entrepreneurs qui ont réussi à lever auprès d'investisseurs divers et variés. Ce matin, pour lancer cette série de 10 entretiens couple entrepreneurs-investisseurs, nous accueillons Jonathan Cherki de Content Square, qui va nous expliquer ce qu'il fait, et puis Laurent Ballaire, vice-président de Seed4Soft, qui a investi dans Content Square. Alors Jonathan, peut-être que tout d'abord, vous pouvez vous présenter et nous dire 2 mots sur votre société. Oui. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Jonathan Cherki, j'ai 26 ans, je suis le président de la société Content Square, une société qui existe depuis plus de 4 ans maintenant, qui compte une quinzaine de personnes, des investisseurs comme Seed4Soft, on va y venir, et des clients comme Vente Privée, Bouygues Télécom, Société Générale, Sephora, Leroy Merlin, l'Occitane, et on a développé, nous, des technologies qui améliore les ventes sur les sites e-commerce en suivant le déplacement de la souris, en testant différentes versions de pages pour trouver la page qui génère le plus de ventes, en améliorant l'expérience des utilisateurs sur un parcours d'achat. Bonjour, je m'appelle Laurent Ballaire. Donc, moi, je suis entrepreneur. J'ai créé une boîte il y a 22 ans que j'ai revendue il y a 5 ans. Et j'ai cofondé Seed4Soft il y a 3 ans, dont l'objectif est de réunir 18 entrepreneurs du software pour financer, accompagner et coacher des entrepreneurs sur des boîtes faisant du soft, essentiellement en B2B. Je vais en parler de Seed4Soft un peu plus tard. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre la relation entrepreneur-investisseur avant l'investissement, et donc d'avoir le point de vue et des témoignages concrets et directs terrain des entrepreneurs et des investisseurs pendant la période de négociation, de rencontre jusqu'au closing, et puis la relation qui suit après. Donc on va évidemment commencer dans l'ordre chronologique. J'ai redonné la parole à Jonathan qui va nous expliquer à partir de quel moment il a commencé à avoir besoin de fonds, à partir d'un moment, qu'est-ce qu'il a fait pour les rechercher et comment est-ce qu'il s'est organisé pour sa levée de fonds, donc avant jusqu'à la rencontre de Seed4Soft. Merci. Pour vous réexpliquer un petit peu rapidement mon parcours, moi j'ai fait l'ESSEC, une licence de mathématiques et statistiques en parallèle de mes études, et j'ai rapidement intégré l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC à la fin de ma première année d'études à l'ESSEC. Donc pendant 1 an et demi, j'ai commencé à développer ma société avec vraiment pour but, avant d'aller chercher des fonds, de vérifier la véracité de mon business model, de voir effectivement s'il y avait des clients qui étaient prêts à adopter ça et de voir s'il y avait une logique de récurrence derrière. Suite à ça, au bout de quelques mois, on a participé à un concours d'entreprise qui s'appelle Tremplin Entrepreneur, qui sélectionne une dizaine d'entreprises innovantes chaque année. Et donc on a participé au Sénat à cette sélection où on présentait notre modèle et notre besoin. Une fois que j'avais vérifié qu'on avait un business model qui tenait la route, afin d'accélérer le développement, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le besoin d'aller chercher des fonds. Non pas pour un besoin vital dans un premier temps, mais vraiment pour gagner du temps. Et c'est comme ça qu'on a eu l'opportunité de rencontrer Laurent et les équipes de Seed4Soft qui, on va le voir, avaient un positionnement complètement différent des autres fonds qui avaient pu nous solliciter. On avait été sollicité par quelques fonds, mais qui étaient essentiellement des fonds financiers. Ce que j'ai apprécié, moi, dans la démarche ici, c'était que j'avais en face de moi pas des gens qui venaient uniquement pour l'intérêt financier et pécuniaire, mais qui venaient ici pour m'aider. À savoir que suite à la présentation de notre société, j'ai eu Laurent qui est venu me voir et qui m'a dit comment on fait pour t'aider, j'aime bien ce que tu me racontes, j'aime bien ta société, rencontrons-nous pour aller plus loin parce que je pense qu'on peut t'aider, plus que s'aider directement. Et c'est comme ça que est née notre première rencontre, il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant.
suite à ça, donc on a 1 an et demi, ouais. Suite à ça, on a commencé à se rencontrer à plusieurs reprises avec Laurent et à échanger à la fois sur l'aspect technologique de nos différents logiciels et également sur le business model. Avec le point qui était particulièrement clé pour moi, à savoir qu'avant même d'investir de l'argent dans ma société, ils m'ont mis en relation avec différentes entreprises qui sont devenues des clients avant même justement qu'ils fassent partie de notre société aujourd'hui. Et c'est ça qui est particulièrement important pour moi. Juste avant de rentrer dans la négociation et finalement l'investissement en lui-même, côté Seed4Soft, je pense que c'est intéressant aussi pour notre public de comprendre comment un fonds recherche, quelles sont ses démarches de sourcing de projets, qu'est-ce qui les titille, qu'est-ce qui les intéresse, et quel est le process justement par lequel eux-mêmes opèrent. On a entendu le point de vue de l'entrepreneur, c'est intéressant d'avoir aussi le point de vue de l'investisseur. Alors, Seed4Soft ne recherche pas. En fait, on est sollicité par des entrepreneurs qui recherchent des fonds. On essaye d'avoir la plus grande visibilité ciblée par rapport au type de projet qu'on va rechercher. Donc, être présent au web, être présent dans les événements d'incubateurs en région, faire tremplin Sénat, donc participer, créer des événements dans le cadre de l'AFDEL, puisque 8 membres de Seed4Soft sont aussi administrateurs de l'AFDEL, l'AFDEL étant l'association française d'éditeurs de logiciels. Et donc on va essayer d'avoir une grande visibilité, ce qu'on fait aujourd'hui en présentant Seed4Soft. Après, les entrepreneurs qui recherchent des fonds vont nous solliciter, passer par la plateforme seed4soft.com, présenter leur projet. On reçoit à peu près un dossier par jour saisi sur la plateforme. En gros, ça nous fait dans les 250-300 dossiers dans l'année. Ces dossiers sont analysés par un comité de sélection composé de 4 membres. Le comité de sélection va décider de la pertinence du dossier par rapport à sa maturité, par rapport au fonds, par rapport aux chiffres annoncés, et très vite solliciter l'entrepreneur pour qu'il vienne avec son équipe, les fondateurs, nous présenter son entreprise en 45-50 minutes pour rentrer. Alors, l'entreprise, le business plan, mais surtout le produit. C'est-à-dire qu'on est des gens du software, donc on a besoin de comprendre, sentir, voir, toucher, tester le software pour pouvoir derrière dire, voilà, il y a quelque chose à faire, il y a un intérêt, les signaux sont en vert, et du coup, on va rentrer dans un process qui consiste à analyser, à auditer très rapidement la solution. Et c'est ce qu'a dit Jonathan, c'est-à-dire que plutôt que se prendre la tête à regarder les chiffres, les business plans et tout ça, on va très vite trouver 2-3 clients. Donc on va contacter 1 ou 2 clients déjà de la solution. On va regarder, nous, dans notre réseau, qui est compétent sur la solution, sur la technologie. Et on va leur demander de regarder et de dire, voilà, est-ce que tu achèterais ce produit indépendamment du prix ? C'est-à-dire que, est-ce que la solution apporte quelque chose? Et après, on va travailler sur la valeur. Puis, on va projeter, nous, le business model. Parce que très souvent, il y a des gaps entre le business model pensé par l'entrepreneur et celui qui va permettre vraiment de gagner de l'argent et de monter en compétences. On va travailler sur la valorisation. Alors, on fait ça pour le bonheur d'accompagner les entrepreneurs, pour les aider à se développer, pour construire un écosystème. On n'est pas des philanthropes, on est là aussi pour faire en sorte que nos actions et celles de l'entrepreneur vaillent un jour de l'argent. Donc on n'est pas guidé par le gain financier, mais par contre, on a tous le même intérêt, c'est de valoriser l'entreprise et de la développer, puisqu'on va injecter des fonds. Alors les tickets qu'on va injecter sont compris entre 300 et 500K. Mais maintenant, on a un effet 1 pour 1 de levier avec d'autres fonds partenaires, des fonds régionaux, qui fait qu'on va pouvoir mobiliser une somme comprise entre 400 et 1 million. Mais très souvent, on vient nous voir en disant « j'ai besoin d'1 million ». Mais en fait, l'entrepreneur, il ne sait pas s'il a besoin d'1 million. Et la réalité, c'est qu'avec un peu d'intelligence, beaucoup de travail et énormément de réseau, on s'aperçoit qu'on fait très bien avec 400, 500K, quelque chose où on pensait avoir forcément besoin d'1 million. D'ailleurs, souvent, on nous demande, j'ai besoin d'1 million, mais dans 9 ou 12 mois, j'aurai besoin d'1 million encore. Là, on dit, il y a un vrai problème. Donc,
on arrive très vite à comprendre où on va, comment on y va et de quelle manière, mais avec une vision très orientée client, et très orientée client. J'ai une première anecdote intéressante, c'est que justement dans cette étape un peu de challenging et de mesure de l'efficacité de nos différentes solutions, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le numéro 2 de Microsoft France, qui fait partie aujourd'hui de ce fonds-là, parce que ce qui est particulièrement clé, c'est les personnes qui composent ce fonds-là. Donc à la fois des serial entrepreneurs qui ont déjà monté des boîtes de software et qui les ont revendues, mais à la fois des personnes qui existent dans le monde du logiciel. Et donc on est allé pour notre premier rendez-vous chez Microsoft faire valoir la solution auprès de décideurs de Microsoft France et Microsoft Europe qui challengeaient la solution. Et ils l'ont prise, j'imagine, donc ils ont été intéressés. Maintenant, rentrons dans la partie argent. Négociation, on a vu que vous investissiez entre 300 et 1 million, disons. Jonathan, comment c'est passé? Vous êtes arrivé, vous avez dit j'ai besoin d'1 million, justement, comme tout le monde. C'est un peu ça qui s'est passé, mais ce qui a été intéressant, c'est justement de travailler avec des gens qui avaient un peu plus d'expérience que moi de ce point de vue-là, me permettant de mesurer le réel besoin que j'avais pour établir un business model récurrent. Parce que c'est ça qu'il s'agissait aussi. Jusqu'à maintenant, j'avais un modèle où on facturait plein d'opérations one-shot avec cette vision long terme qui était un petit peu plus réduite. Et donc, c'est vraiment aussi ça que m'a permis d'accroître Seed4Soft. Donc on a travaillé sur le besoin réel. Moi au départ j'avais 100% de la société. Donc on se dit à un moment donné, est-ce qu'il vaut mieux pas aller chercher tout de suite beaucoup d'argent? Et après réflexion, on s'est rendu compte que parfois il vaut mieux aller chercher un réel besoin qu'on a plutôt que plus qu'il n'en faut. Et de ce point de vue-là, j'ai été conseillé par des gens qui voyaient mon intérêt plutôt que d'ouvrir beaucoup plus le capital et d'évaporer justement la part d'actionnariat que je pouvais garder. Oui, alors parlons d'argent, un sujet qui est toujours délicat. De votre relation. En fait, alors on voit souvent les entrepreneurs venir et chercher 1 million. Mais en fait, ils cherchent 1 million parce que très souvent, beaucoup de gens leur disent « Vous cherchez combien ?» Donc ils répondent 1 million. Et en fait, on n'a pas spécialement besoin d'argent. On a besoin de faire un tour, mais on ne sait pas précisément quel tour, quelle durée, pour faire quoi, de quelle manière, quelle partie en cash, quelle partie en nature, en relationnel, en partenariat. Et donc, il y a plein de choses à valoriser. Il se trouve que dans le cas, enfin très, très souvent, on nous dit voilà, j'ai besoin d'1 million, et il y a une notion de valorisation derrière. C'est-à-dire que je veux 1 million, mais du coup, je pousse la valo à la hausse pour ne pas me diluer. Et donc, nous, on a tendance à dire une opération Seed4Soft, on ne doit pas prendre plus de 20% du capital. Donc, du coup, en fonction de cette contrainte, on doit trouver une valo qui soit justifiée, et donc, on va essayer d'apporter le minimum pour justement diluer au minimum l'entrepreneur. Pour pouvoir faire ce qu'on appelle un tour 0, avoir un tour A VC, qui fait que pour aller voir un VC, là on va aller chercher 1 million, 1,5 million. Donc il faut arriver avec encore beaucoup d'actions pour pas que sur le premier tour VC, l'entrepreneur perde la majorité. Il faut vraiment qu'il garde très longtemps la majorité. Et donc il est très important de réduire au maximum l'enveloppe qu'on va apporter. Avec cette enveloppe, il va falloir faire 18 mois. Donc ça c'est la contrainte, donc on va apporter une enveloppe d'une somme, on ne va pas prendre plus de 20% et il va falloir tenir 18 mois. Et avec ces contraintes, avec le produit, avec les références, on va en déduire très rapidement avec une petite règle de 3, la valo à laquelle il faut qu'on rentre. Et sachant que, alors très souvent c'est une déception parce que l'entrepreneur il pense 100 et on va lui dire 40 et on va trouver un juste milieu de façon à trouver, enfin faire l'affaire, hein. C'est un business comme un autre. Sachant que le point important, c'est de dire, ok, on va mettre une somme, on va avancer ensemble dans 18 mois, et dans 18 mois, on sera où? Et quelle sera la valo dans 18 mois? Et pour aller où? Puisque dans 18 mois, on imagine aller voir un VC, on va lui demander 1 million, 1,5 million avec une autre valo. Est-ce que ça sera cohérent et justifié? Et qu'est-ce qu'on va lui vendre comme plan à 3 ans? Et ainsi de suite. Donc il faut vraiment travailler sur ce rapport valo, fonds, projet d'entreprise, et que tout ça soit cohérent, et pas avec un plan sur la comète. Merci Laurent, mais là j'aimerais qu'on rentre plus dans votre intimité de couple, que vous nous racontiez un peu,
ça n'a pas été aussi simple. Voilà, fini, nous on prend 20%, c'est 500, c'est fini, ok, on signe. Il y a eu toute une discussion. Rentrons dans les anecdotes, tout ça a été parfaitement intéressant, effectivement, pour poser le débat. Mais en même temps, voilà, vous êtes des hommes, il y a eu sans doute des hésitations de part et d'autre, des difficultés, des succès, des découvertes. Est-ce que vous pouvez nous parler plus du cas en question? Alors, il se trouve que, je veux dire, on voit beaucoup de dossiers. En gros, pour faire un deal, on a vu 100 dossiers. Donc quand on a trouvé un deal et qu'on a envie de le faire, on a envie de le faire. Donc il se trouve que quand j'ai rencontré Jonathan, que je l'ai vu au tremplin Sénat, et qu'on a creusé, qu'on a vu des clients, après on dit voilà, nous on veut faire ce deal, on veut absolument que ça soit avec ensemble qu'on travaille. Sauf qu'on n'est pas d'accord forcément sur les valos, sur les conditions, avec une difficulté qui est à signaler, parce qu'on l'avait pas connu encore ce cas, c'est que Jonathan avait 100% des parts. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui parce qu'il est seul chez lui. Il n'a pas cofondé avec 2-3 copains, avec un partage, avec un pacte d'actionnaires. Il n'a pas besoin de pacte d'actionnaires parce qu'il est tout seul. Il maîtrise 100%. Et en plus, avec une histoire de famille d'entrepreneurs, quelque part, quand on a des parents entrepreneurs, ils vous ont dit pendant des années, surtout, soit grand chez toi, petit chez toi, grand chez toi que petit chez les autres. Et donc, toute cette partie-là, il a fallu la briser. Il a fallu lui expliquer qu'au bout de 4 ans, il fallait qu'il partage. Et donc, partager avec un pacte d'actionnaires, avec des méthodes. Et son côté marseillais sans chaud a fait que sur ça, on n'était pas forcément en phase. Mais avec le fait, c'était pas un problème vis-à-vis de Seed4Soft, c'était un problème de dire, est-ce que je vais développer mon entreprise pendant 5 ans tout seul et j'aurai 100%, ou est-ce que je vais ouvrir 20% du capital, 30, 40, 50, 60, pour finir sur une cotation boursière, où la plupart des boîtes cotées, on a des dirigeants très riches qui ont plus que 5, 10, 15 points du capital. Et moi qui ai vendu ma boîte à Cégide, il y a très longtemps, Jean-Michel Aulas était très content d'être très riche, avec tout le monde persuadé qu'il avait la maîtrise complète et 100% des parts de Cégide. Mais si on regarde, Jean-Michel Aulas, ça fait longtemps qu'il a moins de 20% de Cégide, et longtemps, ça fait 20 ans. Et qu'avec 20% de sa boîte, il la contrôle depuis 20 ans pleinement. Donc il faut mieux avoir, selon moi, 20% de quelque chose qui vaut beaucoup d'argent que 100% de quelque chose qui décolle pas. Ouais, mais ça, c'est un point intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, j'avais cette vision-là. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir sur quelle dimension je voulais donner à ma société. Est-ce qu'il valait mieux que je passe 3-4 ans à continuer à batailler dans le sens dans lequel je bataillais et en grandissant petit à petit et en gardant tout le contrôle de la société, ou finalement, est-ce qu'il valait mieux m'ouvrir tout en continuant à garder le contrôle de cette société, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des gens qui sont là justement pour me conseiller et m'aider. Et donc c'est ce qui fait que sur tout ce qui est question de valorisation, on pense que c'est des questions de conflit qui vont prendre beaucoup de temps. Finalement, l'enjeu, il n'était pas là. Par exemple, moi, un des enjeux qui était important pour moi était d'avoir la possibilité pour les personnes que j'allais recruter qui fassent partie à part entière de cette société-là. Donc, de réserver une petite partie du capital à mes équipes, chose que a parfaitement bien compris Seed4Soft. Et c'est ce qui a fait que assez rapidement, au-delà des difficultés un peu tatillonnes inhérents à un pacte d'actionnaires, on a réussi à avancer main dans la main pour que cette étape de closing de deal se fasse assez rapidement au final. Alors on rentre peut-être dans le confidentiel là, mais on va quand même tenter le coup. Est-ce qu'il y a des clauses dans le pacte d'actionnaires qui ont suscité débat comment vous avez résolu ces dimensions-là, dans votre cas en particulier? Mais c'est peut-être pas le cas. Alors, nous, on a un pacte d'actionnaires vision entrepreneur, ce qui fait que, comme on est tous entrepreneurs, on sait que toutes les clauses un peu attrape-nigo des investisseurs
qui fait que dès que ça va commencer à être difficile, ça sera tout pour l'investisseur en premier, et puis après, un peu comme quand il faut payer le fisc en premier. Donc on paye le fisc, et après les investisseurs, et puis l'entrepreneur, il a les miettes. Donc toutes ces clauses, on les a pas dans notre pacte. Donc on a rien de méchant. Il se trouve que la difficulté, et c'est peut-être un message à passer à l'ESSEC, c'est la formation préalable sur la compréhension de ce qu'est un pacte. C'est-à-dire que Jonathan, il avait jamais vu un pacte. Donc il y avait des tas de mots, il y avait des tas de termes et des tas de sens, il les comprenait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va avoir un avocat, mais il va avoir son avocat qui n'est pas spécialement prêt à accompagner des startups, et donc qui n'a pas forcément le discours, et qui explique les choses un peu brutes. Ce qui fait que ça fait un peu peur. Dire voilà, si ça arrive, ben t'es mort. Et ce qui n'est pas la bonne façon, parce que la probabilité que ça arrive, c'est un peu comme le sketch de la chauve-souris, quoi. C'est-à-dire que le truc, il arrive très 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 rarement, voire jamais. Et puis en plus, c'est pas parce qu'il y a des clauses en impact qu'on va forcément les appliquer. Mais bon, la problématique de l'expérience fait que ça devient difficile. Maintenant, nous, on n'a pas de problème. On l'explique. On a mis même en relation Jonathan avec une avocate qui travaille pour nous pour faire de la pédagogie, pour expliquer les sens, avec le fait que c'est pas parce que l'avocate travaille pour nous, il y a un ordre, qu'elle va le baratiner. Moi, j'ai le droit de le baratiner. Il a le droit de pas me faire confiance. Mais un avocat, il est là pour définir ce qui va se passer pour les parties, un peu comme un notaire. Donc, on était assez à l'aise. Non, mais on a vraiment... je dis pas que tous les avocats sont... Comment? Oui, mais... Justement, là, ce qui a été intéressant de ce point de vue-là, moi, effectivement, j'avais pas d'expérience. Des packs d'actionnaires, j'en avais jamais fait. Donc, une des personnes vers lesquelles j'ai commencé à me retourner, c'était Julien, parce que il fait partie de l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC, donc il pouvait être source de conseils pour moi. Donc, effectivement, moi, j'avais un avocat de famille qui n'était pas forcément spécialisé dans le domaine. Au-delà de la pédagogie, le but, c'est pas de faire accepter un certain nombre de clauses à une partie ou à une autre, c'est de faire comprendre aux parties qui vont avancer dans le même sens pendant un certain temps, et pendant le temps le plus long possible, qu'elles adhèrent aux mêmes éléments. Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas côté entrepreneur, de la même façon, il faut essayer de comprendre pourquoi ça allait pas. Donc il y a eu effectivement cette petite période d'échange là-dessus pour bien comprendre ce qu'il fallait garder ou pas garder. Ça vaut pas la peine de se battre pour des éléments tatillons, même si on peut se dire que ce pacte-là, on le ressort que quand ça va mal, et qu'on espère qu'on va jamais avoir à l'utiliser. En revanche, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, à un moment donné, une fois que cet élément était signé, d'avancer et de bénéficier de cet effet réseau fort, nous permettant de développer le business. Parce que finalement, c'est pas que des fonds qu'on cherche, c'est pas que du conseil, c'est du business. Et c'est dans ce sens-là où la relation après était très importante. Justement, transition parfaite. Troisième partie. Une fois l'investissement fait, comment se déroulent les relations? Alors, on entend les termes business, apport d'affaires, et effectivement, c'est extrêmement appréciable. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a du reporting? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des surprises? Voilà. Comment se déroule cette relation au fur et à mesure que l'entreprise grandit? Déjà, on a mis en place ce qu'on appelle chez nous un petit conseil des sages. Comme je vous le disais, c'est la première société que je monte. Donc j'avais une certaine tendance à foncer et à briser les murs sans me poser 20 000 questions. Donc on a mis en place une sorte de conseil des sages avec 3-4 personnes qui sont à ma disposition au quotidien pour répondre à toutes les questions que je peux me poser, que ce soit des questions opérationnelles sur la manière d'aborder tel ou tel type de client, la révision du business model, le fait de traiter ce cas particulier de tel ou tel type de façon. Donc de façon régulière, déjà on se voit une fois par mois avec ces 3-4 personnes-là. On fait un reporting financier avec une évolution du pipeline, du business et du chiffre d'affaires tous les 3 mois. Et quelque part, alors peut-être que j'abuse un peu beaucoup de ce point de vue-là, mais moi ce que j'apprécie, c'est de pouvoir aussi les joindre au quotidien. Ça veut dire que Laurent, j'hésite pas à l'appeler quotidiennement, matin, midi et soir, pour le meilleur et pour le pire, quand j'ai des questions. Et cette disponibilité-là, elle était essentielle pour moi et elle a continué à être avérée dans le temps, et j'espère qu'elle sera encore longtemps présente.
Vous avez compris, je suis devenu une hotline. Pour le meilleur et pour le pire. Ah, et ma femme m'appelle moins. Alors, juste avant de passer, juste pour vous donner un ordre d'idée de timing sur la levée de fonds, à peu près, il faut compter entre le moment où on dit, voilà, on a vraiment envie d'investir et le moment où le chèque est fait, on est sur un délai de 2 mois et demi, 3 mois. Et on a beaucoup parlé de valorisation, négo de pacte, partie tendue. Il faut voir que cette partie-là, elle dure 10 jours. C'est-à-dire qu'il faut relativiser sur le fait que pendant les 3 mois, la partie qui nous importe le plus, c'est le business, l'adhésion au marché, la validation du business model. C'est vraiment le côté... c'est-à-dire que, est-ce que ça vaut le coup de signer un pacte d'actionnaires, de s'engager au-delà de l'argent? C'est-à-dire que l'argent, quelque part, est très vite secondaire. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire et comment on va développer. C'est-à-dire que quand on a tous compris qu'on est confiant sur le fait qu'il y a un potentiel business, un marché, une capacité de croissance, après, le montant, que ça soit 300, 400, 500, 800 000 euros, c'est beaucoup ou pas beaucoup d'argent selon comment on le regarde. Donc, c'est vraiment une fois qu'on a défini, on y va. Après, en tant qu'entrepreneur, on n'aime pas trop les reportings. Donc, vu qu'on n'aime pas trop les reportings, on ne va pas stresser l'entrepreneur avec des reportings, surtout que avant il n'en faisait pas. Et si d'un coup on commence à lui dire t'en es où dans les chiffres, t'en es où dans les chiffres, il a passé son temps à faire des tableaux de bord et il va jamais être chez les clients. Et on sait que le business il se fait quand même plus chez les clients que sur les tableaux de bord. Maintenant, il faut quand même savoir où en est la trésor, où en est le BP. Il faut avoir un minimum d'éléments. Mais une feuille Excel avec les KPI qui vont bien suffit amplement, sachant qu'on est en train de parler d'une start-up, donc on est en train de parler de quelque chose qui est assez facilement mesurable, sachant que l'essentiel élément qu'on va suivre, c'est le pipe prospect et sa conversion. En soi, le reste... qu'est-ce qui va se passer, qu'on ait plein d'opportunités qu'on rate constamment, qu'on n'arrive pas à recruter, que voilà, il y a plein d'éléments, mais ce qui est important, c'est pas le bruit qui se passe, c'est la capacité d'avancer. Et donc on essaye de définir très vite ensemble, sans travailler sur une relation entrepreneur-investisseur, on est dans une relation entrepreneur-entrepreneur, avec le fait qu'on est dans la même équipe. La différence, c'est que c'est sa boîte à Jonathan, c'est pas la nôtre. On fait pas de l'ingérence, on n'est pas là pour lui dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça c'est pas bien, ça c'est bien. On est en rôle de conseil, mais on se conseille nous-mêmes quand on le conseille. Mais au final, c'est toujours Jonathan qui a le dernier mot. Le point complémentaire là-dessus, c'est qu'effectivement, au départ, faire des reportings, moi je me disais, oulala, tous les mois il va falloir donner des comptes. Au bout de quelques temps, je me suis rapidement rendu compte que c'était véritablement un moyen pour moi de me structurer, de me professionnaliser dans le suivi de mon business et de me rendre compte que finalement c'est primordial. C'est primordial pourquoi? Pour voir si les objectifs que je me fixe à court, moyen, long terme, est-ce que je les atteins? Est-ce que le chiffre d'affaires que je prévois de faire le mois prochain, est-ce que je suis réellement capable de le faire? Non pas pour jauger ma capacité à le réaliser, mais pour voir si mon business model, il est cohérent et que les niveaux que je souhaite atteindre, est-ce que je les atteins? Pour voir si, quand je vais voir un client, est-ce que j'en signe 1 sur 2, 1 sur 3 ou 1 sur 5. Et de ce point de vue-là, ça m'a permis d'avoir un certain nombre de métriques me permettant d'avoir un vrai suivi et une vraie mesure de ce qu'on était capable de faire, de sorte que demain, quand on va vouloir aller chercher plusieurs millions pour agrandir la taille de la structure de la société, on se dise, ok, ce modèle, il est déployable parce qu'aujourd'hui, on sait que dès qu'on va voir un client, on a 30%, 40% de chance de le signer avec tel niveau de montant. Et ça j'en avais pas la vision au départ. Oui, alors là, on est dans une relation en fait d'entrepreneur à entrepreneur, d'un fonds entrepreneur à entrepreneur. Maintenant, Laurent, Seed4Soft, vous avez plusieurs participations. Content Square n'est pas la seule. Je ne sais pas combien vous en avez, hein, mais ce que vous nous racontez comme soutien est assez idyllique, hein, d'une certaine manière. Et il y a beaucoup de fonds qui disent qu'ils vont aider énormément. Mais en fait, une fois qu'ils ont investi, effectivement, c'est un reporting, on se voit de temps en temps. Ils aident beaucoup pour la sortie, mais toutes les promesses de support, de soutien, etc., ils ne peuvent pas forcément les tenir. Non pas parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ont énormément de participation et qu'ils ne peuvent pas recevoir 20 coups de fil par jour parce qu'ils ont d'autres choses à gérer, ils ont des nouveaux investissements à faire. Comment est-ce que vous
prioriser vos conseils, votre aide, ou Jonathan peut répondre là-dessus également, hein. Ça, je l'ai appris également avec le temps, hein, en me rendant compte que, effectivement, parmi ce fonds-là, il y a des gens qui sont très occupés et qui n'ont pas forcément tout le temps souhaité ou désiré. Peut-être que mon désir parfois est trop important, en tout cas à me consacrer. Pour ça, ce qu'on a mis en place, c'est le fait de leur faciliter le travail. Ça veut dire que quand moi je veux aller voir un client dont je sais qu'ils ont pu déjà être en contact, je vais préparer un mail tout fait de sorte qu'ils puissent le forwarder. De sorte de réduire également tout le temps opérationnellement qu'ils peuvent me consacrer. L'autre point, c'est que ces promesses, en tout cas dans mon cas, elles se sont transformées en réalité. À savoir que pas plus tard qu'il y a un mois, on est parti ensemble avec Laurent et une délégation de personnes de l'AFDEL, l'Association française des éditeurs de logiciels, à New York, ce qui était pour moi un premier voyage d'affaires à l'international, où j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes intéressantes et de se rendre compte que l'effet réseau, le fait de passer du temps avec des présidents de grandes sociétés en dehors du cadre même du business, avait son importance là. Et donc cet effet réseau, il a joué à la fois sur l'apport de chacun, où finalement moi je les ai challengés en leur disant on va voir celui qui nous apporte le plus de business et on fera le point à la fin de l'année. Donc un petit bilan de ce point de vue là, et même plus globalement sur leur réseau, que ça soit dans le monde du logiciel ou un certain nombre d'événements auxquels il était important pour moi de participer. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que pour participer à un certain nombre d'événements avant, il fallait que je paye. Et maintenant qu'on a un certain nombre d'investisseurs et que quelquefois je pourrais me permettre de payer, il arrive que certaines fois j'ai plus besoin de le faire. Donc c'est assez paradoxal, mais cet effet véritablement du développement de business via ce réseau-là, chez moi il a joué énormément, à différents niveaux. Alors, Seed4Soft, c'est pas un fonds. Donc on est plutôt un club de business angel, fermé, limité à 20 membres, mais on fonctionne comme un fonds de par le fait que l'entrepreneur, Jonathan, ne connaît que Laurent Ballaire. Moi, je représente les 17 autres. J'ai un backup qui est Olivier Novas, qui est l'un des membres, au cas où j'ai un empêchement, ou si j'ai une divergence de point de vue, pour qu'il y ait un tiers pour pouvoir dire voilà, on est deux, ou avoir un point de vue par rapport au fait que si on n'est que deux et qu'on n'est pas d'accord, ça va être dur à départager. Avec le fait que de toute façon, d'un point de vue PAC, Jonathan a deux voix, donc c'est toujours lui qui au final peut décider. Et ça c'est important. Maintenant, le point important, c'est Jonathan vous a dit, il m'appelle beaucoup. Alors, des fois on met la hola, parce que l'important c'est aussi de structurer, c'est-à-dire qu'on n'est pas un service SVP, mais aujourd'hui Seed4Soft n'a que 3 participations. Moi à titre personnel je suis dans 10 participations, mais ils ne sont pas tous comme Jonathan, hein, qui ne m'appellent pas tous 3 fois par jour. J'ai pas le même degré non plus d'implication, et dans l'organisation Seed4Soft il se trouve que sur chaque participation on a 2 menteurs qui sont différents, puisqu'on est 18. Donc évidemment Eric Bousseler, président de Microsoft, est moins disponible pour pouvoir suivre au quotidien, mais comme plusieurs membres ont cédé leur boîte et sont des activités d'accompagnement, des activités un peu plus cool, on a un peu plus de temps et ça fait partie de cette mission. Sauf que contrairement au fait d'aller dans un club du business angel généraliste où l'ensemble des membres viennent d'horizons différents et l'ensemble des dossiers sont sur des métiers différents, nous on est tous du software et on ne regarde que des dossiers du software. Donc on a un effet complémentarité très fort entre nos participations qui elles-mêmes échangent entre elles, puisqu'on a une autre boîte qui s'appelle Tiger Lily qui est dans le digital marketing, qui échange aussi avec Jonathan pour se partager des contacts, des prospects, les clients de l'un étant les prospects de l'autre, mais on va utiliser aussi l'effet réseau et compétences, parce qu'il y a des gens plus compétents en marketing, en commerce, en technique. La seule chose sur laquelle on n'a pas développé spécialement de compétences, c'est sur la partie finance, puisque c'est assez facile de trouver quelqu'un un financier à part-time qui va accompagner l'entrepreneur quand il a besoin de faire un BP ou des tableaux de bord. Mais nous, notre vraie valeur ajoutée, elle est sur la partie sales et marketing. Très bien, l'entretien arrive à sa fin. Ce que j'aimerais, c'est donner la parole au public. Peut-être juste avant, si chacun d'entre vous a
2-3 points clés qui veulent faire ressortir. Bon, il y a eu beaucoup de sujets abordés, quitte à les répéter, hein, évidemment. Mais 2-3 points clés avant, pendant, après, ou comme vous voudrez les structurer, pour des conseils entre guillemets à notre auditoire, à nos étudiants qui nous écoutent. C'est le moment, je vous passe la parole, et puis on passe ensuite aux questions du public. Moi, je vais terminer par une petite anecdote. On vient récemment d'être élu Startup de l'année, justement par l'Association française des éditeurs de logiciels. Il y a 2 ans, je ne savais pas ce que c'était l'AFDEL. L'intérêt, par exemple, d'avoir adhéré à ça, et que suite à ça, on a envoyé un communiqué de presse, on a eu un grand nombre d'appels entrants, et dans la même semaine, on a eu une vingtaine de rendez-vous pris suite à ça. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de passer du temps dans ces clubs d'entrepreneurs et l'importance de l'effet réseau que ça a pu avoir. Moi, je ne sais pas comment ça se passe par ailleurs. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui me comprennent, qui sont là pour m'aider, qui arrivent à trouver du temps pour moi et qui m'accompagnent quand j'ai un besoin. Et c'est finalement de cette façon-là que j'envisageais la suite, avec ce mélange de fougue et d'expérience qui m'a permis de grandir aujourd'hui. Donc c'est bien de faire de la promotion de l'AFDEL, j'en suis administrateur. Si vous êtes dans le software, je vous encourage à adhérer à l'AFDEL. Il y a énormément de networking, il y a énormément de support. Ça coûte presque rien pour les startups, puisque c'est les gros éditeurs qui payent. Et franchement, c'est pas une association pour se rencontrer, pour parler de la pluie et du beau temps. On parle de software, de développement, de marketing, de RH dédié au software. On n'a pas beaucoup parlé des RH, qui est un sujet clé, parce que c'est bien beau de lever 500 000 euros, mais derrière, c'est pour faire des choses. Et la première des choses qu'on a à faire, c'est à recruter. Et c'est compliqué de recruter. C'est compliqué parce que il y a peu de candidats aux startups en termes de CV, que quelque part, pour une startup, l'erreur de recrutement, elle coûte très cher. Elle coûte très cher, notamment, pas forcément en argent, mais en temps. C'est-à-dire qu'on a passé 3-4 mois à trouver, on l'a trouvé, et on met 3 ou 6 mois à s'apercevoir que ça ne le fait pas. On a perdu 9 mois sur un BP où on doit délivrer et utiliser ces 500 000 euros sur 12-18 mois. C'est gravissime. Et donc, on essaye d'aider. Il faut voir que sur ça, on reste des humains, donc on n'est pas meilleur que... On n'est pas des RH, donc, et puis même les DRH se plantent. Donc, quelque part en soi, le fait de constituer l'équipe clé, et notamment autour de Jonathan, est essentiel. Et ça, c'est indépendamment de l'argent, et c'est un acte compliqué. Dans les points importants, il est essentiel que l'entrepreneur reste lui-même. Il faut qu'il soit naturel, il ne faut pas qu'il change sa façon de penser, il ne faut pas qu'il triche, parce que de toute façon, on va vite s'en apercevoir. Et puis dans la durée, il n'arrivera pas à tenir. Donc, quelque part, s'il a des défauts, qu'il les garde, qu'il les dise, qu'il les annonce, puisqu'on est quand même dans un... Voilà, on parlait de mariage, c'est un vrai mariage, ça va durer quelques années, et il va falloir se faire confiance, et il va falloir tous dire, pour le meilleur ou pour le pire. Mais en soi, nous, on est prêt à entendre le pire. On préfère le meilleur, mais on est prêt à tout entendre. L'important, c'est de le savoir suffisamment tôt pour réagir, pour interagir, voire pour recapitaliser. Mais il faut le savoir, on ne fait pas une recapitalisation en 2 mois. Il nous faut au moins 6 mois pour l'intégrer, pour la refaire. Et puis, il faut surtout que ça soit annoncé. C'est-à-dire que si on nous dit, voilà, tout va bien, et puis, et ce qui arrive très souvent, là, plus rien ne va. Alors qu'un mois et demi avant, tout allait bien. Là, on a plus de mal à ressortir le chéquier. Si on voit et si on s'est nous-mêmes trompé comme avec l'entrepreneur sur le choix, on va assumer notre erreur et continuer parce qu'on y croit. Voilà. Et tant qu'il y a de la confiance, il y a de l'espoir. Bonjour, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser, des remarques, des suggestions? Oui, je vais vous passer le micro. Bonjour, je voulais savoir, moi, en fait, au moment où vous êtes allé voir Seed4Soft, quelle était la maturité de votre projet? Est-ce que c'était pour l'instant un business plan ou une bonne maquette, ou alors est-ce que c'était déjà un software? Et quelle étape a été franchie avec les 500K € dans le développement de votre entreprise?
quand j'ai rencontré Seed4Soft, moi j'avais déjà quelques premiers clients. On faisait un chiffre d'affaires autour d'une centaine de milliers d'euros à ce moment-là. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Sans communiquer sur les chiffres parce qu'ils sont confidentiels, on a une croissance à 2 chiffres et un budget qui dépasse 1 million d'euros. Voilà où on en est. Donc on avait vraiment des premières solutions. À l'époque, moi je parlais pas de software, je parlais de technologie web. Donc quand on parle de software, on parle de technologies en général qui peuvent fonctionner comme un logiciel automatique. Ça répond à votre question? Autre question? Oui. Pour compléter, alors nous, Seed4Soft, on regarde des dossiers qui soient du seed, mais suffisamment matures. La définition du seed, ça veut tout dire et rien dire. Il se trouve que vous êtes dans le bon salon. En faisant le tour ici, vous allez vite trouver des gens comme Oseo, des incubateurs, des aides régionales, qui fait que vous avez des amis, de la famille, qui fait qu'on arrive à réunir 200, 250 cas assez facilement pour faire la maquette, pour valider le concept. Et si le produit est intelligent, on arrivera très vite à trouver un client qui mettra 10, 20, 30 cas pour pouvoir lui facturer quelque chose qu'il aurait dû payer 4 ou 5 fois plus, mais parce que c'est très jeune, il va jouer le jeu. C'est un peu la maturité de toutes les boîtes qu'on voit, qui fait que nous faut un produit, il faut qu'il soit fini, donc qu'il fonctionne, et il faut qu'on ait envie de l'acheter. À partir de là, idéalement, si l'entrepreneur a déjà réussi à facturer 50 à 100 cas, c'est bien. S'il l'a pas, si le produit est génial, c'est bien aussi. Mais par contre, le produit doit être fini. C'est-à-dire que si on nous amène un concept, une maquette, un BP, avec le fait qu'il faut mettre 500 et que ça vaudra 50 millions dans 5 ans, et on en voit à peu près un par semaine, des BP qui ne tiennent pas la route. En plus, d'ailleurs, souvent qui sont validés, certifiés, réalisés par des professionnels du financement. Je ne citerai aucun nom parce que je ne les ai pas en tête. Mais en soi, voilà, avant tout, on mise sur un produit. Il faut voir qu'on se met à la place du client. Est-ce qu'il achètera? Est-ce que ça lui apportera quelque chose? Est-ce qu'il y a un ROI sur la solution proposée? C'est essentiel. Si nous, en tant que client, on n'y croit pas, le client n'y croira pas. Surtout que, quelque part, on est tous un peu clients d'achat de software. Cher public, d'autres questions? Oui. Oui, monsieur. Moi, j'avais une question plus RH. Vous dites que c'est très difficile de trouver des jeunes pour les startups. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas assez au profil que vous cherchez, ou est-ce que c'est parce que la communication est difficile? Est-ce que parce que le marché des startups, c'est quelque chose de très opaque. Est-ce que justement c'est difficile de les trouver, ou est-ce que vous pensez que c'est difficile de trouver des profils appropriés? Alors, c'est difficile pour une startup parce qu'elle n'a pas de DRH, elle n'a pas de track record, elle n'a pas forcément encore la visibilité. Et donc, on a du mal. On a aussi du mal à recevoir des CV. C'est-à-dire que quand on voit sur même bien posté sur du LinkedIn, même chez des cabinets de chasse, quand on voit la différence entre la job description et les CV qu'on reçoit, c'est affligeant. C'est-à-dire qu'il y a 80 des CV qui ne sont même pas correspondants à ce qui est recherché par la start-up. Est-ce qu'on est mauvais? Est-ce que le marché n'est pas là? Est-ce que les gens, on ne parle même pas de jeunes, parce que quelque part on est prêt à recruter des seniors, on est prêt à les payer, mais si vous avez des CV, envoyez, mais nous on n'en reçoit pas assez. Et puis des gens qui ont la foi à se dire voilà, je rentre dans un truc, j'y crois, j'ai la niaque et je veux y aller, parce qu'on est dans un esprit start-up. C'est-à-dire que quelque part, celui qui dit ok, est-ce que c'est 35, 39 heures, il y a des tickets restaurants, il y a une voiture, il s'est gouré d'étage, quoi. Donc on est un peu trop dans cette démarche. Aujourd'hui, on a, je sais pas, on doit avoir 5 postes ouverts depuis 6 mois, et si on avait pu les prendre, on les aurait pris. Donc je veux bien entendre qu'il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Nous, on cherche des gens. Voilà, il faudrait que ça arrive à matcher un peu mieux. Alors, on est peut-être
on est peut-être manchot, hein, on fait peut-être pas ce qu'il faut. Il se trouve que ça, c'est le sujet sur lequel, par contre, les membres de Site4Soft ont du mal à aider, parce que la plupart étant chefs d'entreprise, ils ont du mal à aller taper des CV à leur RH pour les détourner. Là, ça devient un peu borderline. Donc, on ne peut pas demander au patron de Microsoft d'aller chercher à sa DRH des CV sur le tas pour les détourner, pour les renvoyer dans la startup. Surtout que celui qui a envoyé un CV chez Microsoft, il ne cherche pas forcément un job dans une startup. Et pourtant, Jonathan a des super bureaux en bas des Champs-Élysées. Donc, on n'a même pas besoin d'aller au milieu de la Pampa. Donc, tout est fait justement pour donner envie. Mais on manque de candidats. Donc, appel aux candidats. J'allais compléter ça pour tous les personnes qui ont envie, quel que soit le type de poste, qui ont cette âme entrepreneuriale et qui ont envie de participer à cette aventure en pleine croissance. Vos CV sont les bienvenus, donc n'hésitez pas à postuler directement sur fontaine-square.fr ou de m'envoyer un mail personnellement.